Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel entretien Storia Voce. Durant les temps de guerre et les temps de crise, mais d'ailleurs plus souvent dans les périodes qui suivent ces époques mouvementées, l'homme cherche des coupables. La victime d'ailleurs de ces moments de crise, de ces moments de guerre est le plus souvent innocenté, celui qui s'en sort, voire qui fait profit de ces moments de crise est jugé coupable. L'État, quant à lui, est souvent cible d'accusations, ou alors invoqué comme arbitre, parfois dans le même temps, sans nuance, mais du moins avec exigence. Ce nouvel entretien Storia Voce est consacré à une thématique d'histoire économique, mais qui touche de près les problématiques de l'histoire politique et de l'histoire des sociétés. Vient de paraître un ouvrage aux éditions Peter Lang au titre suivant « L'argent immoral et les profiteurs de guerre à l'époque contemporaine, 1870-1945 ». Nous n'allons pas parler exclusivement de la Deuxième Guerre mondiale et cet ouvrage a été dirigé par Olivier Dahr, Jens Ivo Engels et Frédéric Monnier. Nous allons nous interroger sur cet argent immoral. Est-ce celui qui est obtenu par la corruption ou celui qui est obtenu par des canaux illégaux, celui qui échappe au contrôle de l'État ou l'argent de l'entrepreneur opportuniste qui sait tirer profit de la situation de guerre, de la situation de crise, mais vous pourriez me répondre, chers auditeurs, que c'est peut-être la caractéristique même de l'entrepreneur de tirer profit d'une situation quelle qu'elle soit. Comment ces profiteurs étaient-ils vus par la société en fonction des époques? Quelle est la politique de l'État face à ceux qui font fortune de l'infortune de la société? J'ai la joie de recevoir aujourd'hui Olivier Dahr, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cet ouvrage, donc, il met en commun plusieurs historiens de diverses nationalités et vous parlez de différentes études portant donc sur des territoires riches et variés. Pourriez-vous nous expliquer la genèse de votre projet qui me semble assez ambitieux finalement? Alors, cette genèse, au fond, procède de deux canaux. En premier lieu, il faut savoir que depuis une vingtaine d'années, du point de vue de l'historiographie, se sont multipliées des études sur les entreprises, l'occupation, donc occupation Seconde Guerre mondiale, et effectivement, à travers les entreprises et l'occupation, prises en compte par rapport à toute une série de branches, des entreprises culturelles aux industries, etc., eh bien, se sont développées donc des études qui ont mis l'accent sur la question des profits, des bénéfices de guerre. Ça, c'est un premier point extrêmement important à comprendre, sachant que se pose pour l'historien, à cet égard, un problème de source, et en particulier de source d'histoire des entreprises. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est ce que nous avons fait avec donc Jens Ivo Engels et Frédéric Monnier. Nous, cela fait une dizaine d'années que nous travaillons à partir de programmes de recherche franco-allemands sur les questions liées à la corruption. Une corruption que nous ne définissons pas comme une sorte d'essence, mais que nous essayons justement de raccrocher à l'état des sociétés, à ce que les sociétés considèrent comme corrompus ou non selon les moments et selon les territoires. Et en l'occurrence, après avoir travaillé sur la question des clientélismes, des patronages, des scandales, nous en sommes arrivés à nous dire qu'il serait bon de reprendre et de retravailler sous cet angle la question de l'argent dit immoral. Et on va voir effectivement ce qu'il en est de ce dit immoral, en prenant en compte bien sûr toute l'historiographie sur la Seconde Guerre mondiale, mais en y ajoutant des travaux qui ont été depuis conduits aussi sur le premier conflit mondial, sans oublier la guerre de 1870, la guerre franco-prussienne, qui fournit le troisième exemple, si je puis dire, du cadre de référence chronologique qui est le nôtre, 1870-1945.
Le terme immoral induit un jugement de valeur, Olivier Dard, mais je croyais que l'historien devait faire preuve d'objectivité et essayer au contraire de regarder les faits sans les juger. Tout à fait, mais vous avez d'ailleurs remarqué que j'ai dit l'argent dit immoral. Simplement, ce qui est intéressant dans cette question de l'argent immoral, et pourquoi est-ce qu'on a repris ce titre, avec d'ailleurs une couverture où on voit la figure du profiteur de guerre, c'est parce que les sociétés, tout particulièrement à partir de l'après 1870, mais surtout au lendemain de la Première Guerre mondiale et au lendemain de la Seconde, ont particulièrement été sensibilisés justement à l'immoralité de l'argent gagné pendant les guerres. Ce qui rejoint une double problématique. La première, c'est celle des rapports des sociétés à l'argent. Et là, on pourra peut-être y revenir parce que, en fonction des pays considérés, évidemment, le rapport n'est pas le même. On connaît les travaux de Max Weber sur l'éthique protestante et le capitalisme. Le rapport donc à l'argent du monde anglo-saxon et de pays latins, et de la France en particulier, n'est pas le même. Mais j'ajoute à cela que, au-delà de visions qui peuvent être tout à fait négatives de l'argent gagné, songeons côté français au livre de Péguy sur l'argent, qui est une véritable diatribe contre son principe même. Au-delà de ça, s'ajoute la prise en compte effectivement d'une temporalité qui est celle des guerres. Et par rapport aux guerres, le fait qu'à l'heure où l'ensemble de la société se comporte pour la défendre, va pour un certain nombre de millions d'hommes jusqu'au sacrifice de leur vie, considérer qu'un certain nombre d'individus puissent s'enrichir indûment sur cette misère collective est considéré comme insupportable. D'où, effectivement, deux questions qui se posent pour les pouvoirs publics. La première, c'est répondre à ces demandes des sociétés et sanctionner les coupables ou supposés coupables, premièrement. Deuxième élément, évidemment, comment les sanctionner, avec quels outils, et sans entrer dans une technique financière ou fiscale, mais c'est tout le problème de ce que l'on va appeler la taxation des profits de guerre ou des bénéfices de guerre. Le terme de bénéfice de guerre étant d'un certain point de vue plus atténué, mais la question des profits de guerre, des profiteurs de guerre, est une thématique particulièrement en vogue dans les sociétés occidentales que nous abordons ici. En quelques points, pourriez-vous expliquer en quoi donc cette question des profits de guerre est un sujet important, majeur, pour écrire l'histoire des conflits? Si vous voulez, il y a plusieurs éléments. Premier élément, par rapport à l'histoire des conflits, le premier domaine qui a été particulièrement étudié a été celui, au fond, de leur dimension militaire. Comment ces conflits avaient été déclenchés, comment les opérations militaires ont été conduites et pourquoi, au fond, un camp a gagné quand l'autre a perdu. Par la suite, ont été particulièrement travaillées toutes les implications politiques, économiques, sociales des conflits, avec en particulier l'accent mis sur les sociétés dans les guerres. Sociétés dans les guerres et voir d'une part comment pouvaient réagir les combattants, bien sûr, mais comment pouvait réagir l'arrière, pour parler de langage de la Première Guerre mondiale. Et puis, troisième élément, très important, fondamental d'ailleurs pour nous, c'est la question des occupations. Car un certain nombre de conflits que nous abordons ont été marqués par des occupations. On pense, quand on parle occupation, toujours au second conflit mondial. N'oublions quand même pas, je laisse de côté, si je puis dire, l'Alsace-Moselle annexée après 1870, mais n'oublions pas, à propos du premier conflit mondial, l'occupation du nord de la France. C'est tout à fait considérable. Et d'ailleurs, l'historiographie s'est intéressée ces dernières années à des parallèles entre histoire de l'occupation du Nord pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec les profits de guerre. La question des femmes tondues, par exemple. Très importante au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pour sanctionner des formes de collaboration, entre guillemets. Cette question des femmes tondues, on la retrouve dès les lendemains de la Première Guerre mondiale. Et donc, à partir de là, si vous voulez, le fait qu'on puisse gagner de l'argent, y compris dans un contexte d'occupation,
et y compris dans un certain nombre de cas d'ailleurs en lien avec l'occupant, est considérée alors là comme une circonstance encore plus aggravante, même si évidemment la question des profits de guerre ne se limite pas à ces périodes d'occupation, puisque toutes ces occupations évidemment ne sont pas forcément une constante. Dans la Première Guerre mondiale, en l'occurrence, l'occupation c'est essentiellement la partie septentrionale du pays. Est-ce qu'on peut dire que les profiteurs de guerre, ce sont avant tout ceux qui font de la collaboration économique, ou il y a d'autres profils qui rentrent dans cette catégorie profiteurs de guerre? Alors tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte. Ça peut être bien sûr de la collaboration économique de l'instant où les entreprises sont situées dans des territoires occupés. Donc là, évidemment, c'est un élément important, on pourra y revenir, mais ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas. Ce qu'on va considérer au fond comme des profits de guerre ou des actions, effectivement, de ces profiteurs, c'est le fait, par exemple, de pouvoir profiter, c'est le cas de le dire, des mutations économiques liées au conflit. Prenons bien la mesure de ce que signifie, lorsque les conflits se déclenchent, de ce que signifient les mutations économiques nécessaires. Prenons l'exemple de la Première Guerre mondiale, emblématique. La Première Guerre mondiale, l'ensemble des protagonistes a bien conscience que cette guerre peut éventuellement être meurtrière, mais ils n'ont quand même pas tout à fait conscience de la somme de morts malgré tout qu'elle va engendrer. Mais ils sont, les uns et les autres, convaincus de toutes les façons que cette guerre devrait être relativement courte. Qu'elle pourrait être violente, mais qu'elle pourrait être relativement courte, quelques mois. Ce qui signifie que, évidemment, rien à l'origine n'a été planifié pour une guerre longue. Simplement, je ne vais pas revenir sur les débuts de la Première Guerre mondiale, marqués par l'invasion, la bataille de la Marne, et la course à la mer, donc, et cette stabilisation du front à l'automne 1914, mais à ce moment-là, les pouvoirs publics, les forces militaires, sont obligés de considérer que la guerre va durer. Donc, si la guerre dure, il faut fabriquer des armements, reconvertir un certain nombre d'industries, fabriquer des uniformes, bref, fabriquer de tout, ce qui signifie qu'un certain nombre d'entreprises, qui avaient de toute autre vocation, vont, dorénavant, être affectés à d'autres tâches. Et c'est à ce moment-là, à l'heure où l'État, où les États ont des besoins absolument immenses, qu'ils vont passer des commandes à un certain nombre d'entreprises, qui vont mettre en avant le fait qu'elles disposent de stock, qu'elles disposent de main-d'œuvre, qu'elles disposent de machines, qu'elles pourraient honorer un certain nombre de commandes, que se pose évidemment la question du prix que ces entreprises vont facturer les demandes et les commandes qui leur ont été effectuées. Et là, évidemment, certaines entreprises vont fabriquer, se faire payer des prix normaux, classiques, un peu surévalués peut-être, mais compréhensibles, vu les contraintes. Dans d'autres cas, les prix vont pouvoir être très élevés. Et là, évidemment, on va commencer à arriver à la question des profiteurs de guerre. Votre ouvrage est fondé sur 3 grandes parties. La première grande partie a pour titre « S'enrichir en guerre, s'enrichir après-guerre ». Évidemment, vous faites référence, vous l'avez déjà évoqué, à cette période de l'occupation qu'on a tendance un petit peu à oublier. Et vous concentrez sur les pratiques et les acteurs qui a bénéficié en quelque sorte de la guerre. Une première question, c'est la question des sources. Comment faites-vous pour évaluer exactement les bénéfices de guerre, les bénéfices des entreprises qui ont peut-être brûlé justement leurs archives ou celles-ci ont probablement disparu depuis la fin du conflit et la fin de l'occupation? Alors, c'est effectivement très compliqué. C'est très compliqué pour 2 raisons. La première, si on se limite à un pays comme la France, il faut savoir que un certain nombre d'entreprises n'ont pas véritablement ce qu'on appellerait aujourd'hui une comptabilité. Le plan comptable en France date de 1941. La commission du plan comptable est créée en 1941. Donc, n'imaginons pas que l'on va retrouver dans des archives d'entreprises, au-delà du fait que d'aucuns ont pu faire disparaître un certain nombre d'éléments, etc., mais qu'on va retrouver des documents comparables à ce que l'on pourrait trouver aujourd'hui. Premier élément. Deuxième élément, on va pouvoir utiliser malgré tout toute la documentation qui a pu être réunie par les administrations au lendemain des guerres.
puisque un certain nombre d'enquêtes ont été conduites. Et c'est à partir de ces enquêtes, d'ailleurs, que les administrations ont pu déterminer si oui ou non il y avait eu un enrichissement indu et si c'était le cas, quelles peines, quelles sanctions appliquer. Ça, c'est un élément tout à fait fondamental. Mais ce que nous avons cherché à voir aussi et à mettre en lumière, c'est aussi les acteurs. Qui sont finalement ces entrepreneurs? C'est souvent difficile à saisir. Qui sont-ils et comment arrivent-ils à construire des structures qui leur permettent justement de bâtir cette économie d'enrichissement, avec plusieurs filiales, avec un système de commande de matières premières qu'ils vont faire fabriquer ailleurs, etc. Et on a en particulier des travaux qui ont été repris sur le cas Boussac, qui sont extrêmement intéressants, et plus largement sur le textile, qui mettent assez bien en lumière les différentes cas de figure que l'on peut observer. Ajoutons aussi, et ça c'est très important, la question des secteurs, des branches concernées. Certaines sont plus exposées que d'autres et vont être par conséquent plus sollicitées que d'autres. Revenons un instant à la Seconde Guerre mondiale. Des entreprises comme le bâtiment, par exemple, lorsqu'il s'agit de construire le mur de l'Atlantique, vous parliez de collaboration économique. Alors là, un certain nombre d'entreprises ont particulièrement travaillé à la construction de ce mur de l'Atlantique, ces blocos que nous voyons aujourd'hui encore sur nos côtes occidentales. Bon, là, il y a des demandes évidemment beaucoup plus importantes que pour d'autres entreprises qui, en revanche, produisent des biens et quand elles n'ont pas été reconverties, vont avoir des conditions de vie beaucoup plus difficiles pendant les guerres. Donc vous voyez, tout ça est variable selon les branches, selon les territoires, selon les acteurs. Ce qui fait que il est, si vous voulez, difficile de proposer, au stade où nous en sommes, une histoire qui serait une véritable synthèse, et en particulier une synthèse transnationale. Nous n'en sommes pas là. Cela étant, je pense que les différents exemples que nous avons réunis peuvent quand même donner une photographie au moins un peu précise de différents cas de figure qui mettent en avant justement des cas bien précis que l'on peut isoler et que les différentes contributions mettent en lumière. S'il y a une industrie qui a réussi pendant notamment la Première Guerre mondiale, vous l'avez évoqué, c'est l'industrie du textile. Quel est le mécanisme qui a permis aux profiteurs de profiter et comment est-ce que ce mécanisme s'est-il mis en place durant cette Première Guerre mondiale? Si vous pouvez nous donner quelques éléments. Premier élément qui est important, c'est la question de la demande. Du textile, pourquoi? Parce que, je le disais tout à l'heure, il faut fabriquer un certain nombre d'uniformes, il faut fabriquer des capotes, il faut fabriquer tout ce dont le soldat a besoin. Donc, vous avez des millions d'hommes sur le front, c'est un premier élément fondamental. Deuxième élément fondamental, c'est que dans un certain nombre de cas, et qui sont référencés ici, il a pu exister une forme ou des formes de collusion entre représentants de l'État, un délicat, l'administration, qui commande, à un ou des industriels peu scrupuleux, qui vont fabriquer et surfacturer. Et qui, évidemment, en s'enrichissant eux-mêmes pendant le conflit, vont pouvoir développer leur activité. Donc c'est un jeu, si vous voulez, c'est un jeu d'emboîtement, qui peut d'ailleurs se poursuivre au lendemain de la guerre, et c'est là où c'est très important, c'est que ces profits qui ont pu être accumulés vont donner la possibilité à certaines entreprises d'aborder évidemment la sortie de guerre dans des conditions infiniment plus favorables que leurs concurrentes. Parce que là, elles vont pouvoir continuer à se développer en temps de paix et assumer de façon beaucoup plus facile pour elles la reconversion, j'allais dire, dans l'autre sens. On a eu la conversion d'une économie de paix à une économie de guerre, et on va avoir la reconversion d'une économie de guerre à une économie de paix. Mais si la santé de votre entreprise est bonne, évidemment, au sortir de la guerre, vous êtes d'autant mieux placé pour aborder l'après-guerre. Un après-guerre qui est marqué, en règle générale, par, d'une part, l'existence de pénuries, donc il faut les combler, et ne l'oublions pas, alors ça dépend quand même des pays, mais
des sorties de guerre qui vont pouvoir déboucher, dans un certain nombre de cas, au lendemain de la Première Guerre mondiale en particulier, puisque nous en parlions, sur une période de croissance. Si on a appelé la France des années 20 la France des années folles, et la France n'est pas la seule d'ailleurs concernée, c'est bien qu'il y a une période de croissance importante, et on a souvent tendance à oublier que les taux de croissance de la France des années 20 sont comparables à ceux des futures 30 glorieuses. On a des taux de croissance de l'ordre de 4%. Et donc une économie qui va bien. Simplement, cette croissance des années 20 va se briser sur la crise des années 30, quand celle des 30 glorieuses, entre guillemets, va durer 3 décennies. C'est toute la différence. Mais le processus de sortie de guerre, d'enrichissement, il existe. Il existe et on le voit pour un certain nombre, effectivement, d'entreprises qui vont se moderniser, se développer, etc. Chantal Denain-Lalard explique dans un de ses chapitres le cas de la zone rouge du front nord occidental, donc qui est la zone entre Armentières et Lens, et elle explique comment la population est totalement obsédée par l'argent et comment probablement elle va voir ces profiteurs de guerre avec d'autant plus de sévérité que si ces gens avaient acquis de l'argent sale hors temps de crise. Est-ce que c'est cette obsession de l'argent qui rend la question des profiteurs de guerre si nécessaire à étudier? Est-ce que parce qu'en temps de paix, il y a de l'argent sale qui circule, il y a des entreprises qui passent outre les lois de l'État? Alors, je voudrais d'abord, je fais une petite parenthèse, si je puis dire. Bon, vous parlez effectivement de cette collègue à qui nous avons dédié ce livre, puisqu'elle est décédée. C'était au fond le dernier colloque auquel elle a participé, et son étude est extrêmement intéressante parce que elle est une étude centrée sur une superficie très réduite. On est sur quelques villages, effectivement, de ce nord de la France, et c'est très intéressant de voir que on peut, à travers effectivement la lecture de ce livre, prendre en compte l'importance des jeux d'échelle. Et dans ce périmètre très réduit de ces différentes communes, elle nous montre très bien comment, selon les lieux, mais à quelques kilomètres de distance, les situations et les ressentis des populations vont être extrêmement différents, attisant, comme vous l'avez bien dit, un certain nombre de revendications de la part, évidemment, de groupes qui se sentent lésés par ce conflit. Alors, j'ajouterais, malgré tout, que cette question des profiteurs de guerre est inséparable également de la mise en cause de ceux que l'on considère, au fond, comme, pendant la guerre, comme des individus ayant, au fond, profiter, mais pas seulement sur le plan économique d'ailleurs, de la situation ou y ayant échappé. Et je crois qu'on ne peut pas couper, on ne le fait pas dans le livre d'ailleurs, mais on ne peut pas couper cette étude des profiteurs de guerre d'autres études qui ont été conduites sur la question, par exemple, de ce qu'on appelait durant la Première Guerre mondiale les embusqués, qui s'arrangent pour échapper à la guerre. Et en l'occurrence, dans le cas de nos profiteurs de guerre, ce qui est particulièrement frappant, c'est non seulement l'argent gagné, mais l'argent indûment gagné. Indûment gagné. Et les contemporains sont vent debout contre cela. Vent debout. On observe partout un certain nombre d'essais dénonçant ces profiteurs de guerre, essais qui vont d'ailleurs se développer aussi au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais pendant l'entre-deux-guerres, qui vont être attisés par toute une série de discours pacifistes, remontant d'ailleurs à l'avant-premier conflit mondial sur le thème des marchands de guerre, des marchands de canons, et l'argent profite à ceux qui veulent la guerre, et il y a ceux qui la veulent, qui en profitent quand d'autres la subissent. Donc ça, c'est un élément évidemment tout à fait déterminant. Et j'ajouterai à cela, évidemment, que l'argent indûment gagné est réputé manquer à la reconstruction des pays. D'où la volonté, qui n'est pas au départ directement celle des politiques, sauf peut-être des socialistes, et encore tout ça est compliqué, mais la volonté des politiques de taxer ces profits pour d'ailleurs récupérer dans les caisses de l'État, ne l'oublions pas, un argent considéré comme immoral. C'est-à-dire qu'au fond, cet argent, il est immoral, il a été gagné, estime-t-on, de façon immorale, mais l'État va en fait taxer de l'argent immoral pour, d'un certain point de vue, le blanchir
le blanchir et le réinjecter dans le circuit économique au nom, justement, d'un civisme qui est rendu nécessaire par les contraintes de la reconstruction. Donc vous voyez, il y a tout un jeu un peu compliqué sur cet argent immoral. Alors en temps de paix, la corruption, nous pouvons en parler, c'est une réalité difficilement contestable. Il y a urgence à punir le profiteur de guerre. Pour les contemporains, oui. Oui. Et c'est l'État qui est régulièrement à qui on demande régulièrement de faire justice. Ah ben, de toute façon, l'État, j'ai envie de vous dire, quel que soit son niveau, parce que là aussi, c'est pas pour vanter le livre qui a été écrit quand même par nos contributeurs. Nous avons tous les trois mis en scène, si je puis dire, l'ensemble. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de voir que il y a bien sûr l'État tel qu'on peut le penser en termes d'administration centrale. On dirait aujourd'hui Bercy, si vous voulez, ministère des Finances. Mais ce qu'il est intéressant de voir, c'est comment les choses fonctionnent sur un mode plus local, départemental, voire communal. Et à cet égard, si les administrations interviennent, c'est aussi pour empêcher, d'un certain point de vue, des désordres sociaux, pour rétablir une forme d'état de droit, en évitant qu'un certain nombre de mobilisations, de manifestations ne se déclenchent. Donc il y a à la fois, du point de vue de l'État, un intérêt, bien entendu, sans doute financier, récupérer de l'argent pour financer la reconstruction, mais il y a aussi, du point de vue de l'État, une volonté de répondre à une exigence, une demande, enfin qui est presque une forme d'exigence politique, sociale, éthique, de la part des sociétés qui entendent bien voir ces profiteurs sanctionnés. Et si l'État et les administrations n'interviennent pas, peut-être que d'autres pourraient intervenir. Donc, les administrations préfèrent prendre les choses en main, d'où, évidemment, l'importance des dossiers constitués au lendemain des conflits. Des dossiers constitués, mais vous le rappeliez tout à l'heure, ce qui est compliqué, c'est que va-t-on mettre dans les dossiers, qu'est-ce qu'on va être capable de rassembler comme documentation, etc., pour arriver ensuite, évidemment, à un jugement, des sanctions possibles, et en particulier des sanctions financières. L'État est donc justicier, mais vous l'avez très bien expliqué, c'est la population qui va dénoncer, qui va monter des dossiers pour dénoncer donc ces profiteurs et que l'argent soit redistribué équitablement. Est-ce que cette population, elle moque, elle décrit, elle caricature ces profiteurs de guerre afin finalement de les mettre un petit peu au banc de cette société et de montrer à l'État que elle, par cette dénonciation, elle attend une justice? Alors, quand on dit la population, enfin, je pense que vous voulez dire principalement la presse, la presse et les médias, qui vont et qui d'ailleurs, pour le coup, sur ce plan-là, sont tout à fait, comment dire, à l'unisson des attentes de la population. Oui, bien sûr. Et là, la chanson s'en donne à cœur joie. Les caricatures, on en a une en couverture du livre, s'en donnent à cœur joie. Les essais s'en donnent à cœur joie. Les comptes rendus d'audience quand il y a des commissions ou des procès peuvent évidemment mettre en avant un certain nombre de figures de ces profiteurs de guerre. Donc c'est un élément tout à fait important à prendre en compte et qui concerne d'ailleurs l'ensemble des conflits, plus particulièrement bien sûr Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale, mais qui est un élément tout à fait essentiel. Ce qui fait d'ailleurs que nous nous étions arrêtés en 1945. En réalité, on aurait presque pu aller plus loin, et on peut aller plus loin, et considérer que la sortie de guerre va perdurer sur ce point jusqu'à la fin des années 40. Puisque, évidemment, les scandales, par exemple, du ravitaillement ou d'autres questions, vont continuer après la guerre, et être évidemment sanctionnés après la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, et j'ajouterais par ailleurs que cette question de la dénonciation des profiteurs de guerre croise aussi l'histoire de toute une série d'ouvrages, d'essais, d'articles marqués du sceau de l'anticapitalisme. C'est-à-dire que il y a derrière la dénonciation des profiteurs de guerre, ne l'oublions pas, on peut trouver dans un certain nombre de cas
des relents antisémites tout à fait évidents quand il s'agit d'attaquer tel ou tel, et ou alors de figures détestées, mais détestées dès avant 14, que ce soit en France ou en Allemagne. Je rappellerai ici un essayiste sur lequel on avait été quelques-uns à travailler, qui s'appelait Francis Delézy, qui a eu un parcours tout à fait intéressant, de la CGT à la collaboration, qui, avant 14, avait publié des brochures, en particulier pour dénoncer Krupp et les plaques blindées. Alors, les marchands de canons. Donc, il y avait Krupp, Schneider, etc. Ce qui est intéressant dans le cas de Krupp en Allemagne, c'est ce qu'on appelle le Krumpisme, c'est-à-dire le fait que sont mis en cause très régulièrement ces industries métallurgiques, et que ce soit Krupp lui-même ou d'autres autour de lui. Et donc, vous avez ici, à travers la question du profit de guerre, la coalescence d'un certain nombre de discours. La coalescence d'un certain nombre de discours qui font que, sur le plan politique, évidemment, la question des profits rejoint l'anticapitalisme, la question de la guerre et de sa dénonciation rejoint l'histoire du pacifisme, et que donc on est effectivement au cœur d'un certain nombre de questionnements de ces sociétés pendant les différentes sorties de guerre ou l'entre-deux-guerres, par exemple, entre 18-19 et 40. On a parlé donc de la presse, on a parlé de l'État, mais cette chasse aux profiteurs de guerre, c'est également une cause parlementaire. Et vous expliquez très bien que cette chasse aux profiteurs de guerre, elle est ouverte dès 1871 par les parlementaires, et qu'il existe par la suite des commissions parlementaires qui sont là pour enquêter sur qui doit être jugé et comment ces profiteurs doivent être punis. Quelle est l'évolution en fait des politiques sur le sujet? Alors, le principe au fond de l'enquête et du jugement, il est effectivement acquis dès 1870, mais ce que montrent les différentes études qui sont proposées ici, c'est qu'en réalité, ces enquêtes peinent à être conduites, et dès 1870, on voit un certain nombre de discussions, d'échanges, où d'ailleurs certains mis en cause évidemment réagissent et se défendent, mais c'est surtout après 1918 que la chose est intéressante, parce que la commission qui est mise en place, la commission parlementaire qui est mise en place sous la présidence en particulier de Louis Marin, donc député lorrain, député conservateur lorrain de la Fédération républicaine, eh bien en réalité n'a pas bien fonctionné. Julie Bourg, qui avait déjà d'ailleurs travaillé en thèse avec moi sur la question des clientèles et des patronages, donc qui connaît bien toutes ces questions de corruption, a peiné sans y parvenir finalement pour retrouver les archives de cette commission. Qu'est-ce que tout ça est devenu? C'est une espèce de mystère épais. 2, elle a pu malgré tout montrer que les agendas de ces commissions étaient de plus en plus espacés, les réunions étaient de plus en plus espacées, et que un certain nombre de parlementaires, de groupes parlementaires, finalement, étaient plutôt réservés sur le principe même de ces enquêtes, avec un argument qui est très important, très intéressant et très actuel d'ailleurs, la question du secret, et du secret des affaires. Peut-on tout dévoiler? Comment dévoiler? Etc., etc. Et le résultat, c'est que cette commission française a accouché, c'est une montagne qui a accouché d'une souris, et que finalement, si elle a duré plusieurs années, jusque pratiquement au début des années 30, eh bien, elle s'est progressivement enlisée, diluée. Et j'ajouterais, et ça c'est un élément important, que le fait que le Parlement n'ait pas pu, n'ait pas su, n'ait pas voulu, on pourrait en discuter, aller au bout, évidemment, de cette affaire, a contribué aussi à générer toute une série de discours sur le thème « on nous cache, on nous ment, on nous dissimule ». Sachant que, en même temps, et ça je pense que c'est un problème important qu'il faut avoir à l'esprit, la question des profits de guerre, en général, peut se régler, et si elle doit se régler, elle doit se régler assez vite dans le temps. Parce que sinon, évidemment, l'agenda politique, l'agenda économique est pris par de toutes autres urgences, et en l'occurrence, on peut considérer que la contribution parlementaire à la question de la commission à travers la commission des profits de guerre des lendemains de la Première Guerre mondiale, à l'échelle de la France, est plutôt un échec, incontestablement. Est-ce que l'État a projet de mettre en place des lois pour
prévenir les potentiels bénéfices, les potentiels profits de guerre, où en fait la guerre éclate et tout s'enchevêtre. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a toujours pareil, on y pense, donc on commence à adapter, mais l'évolution des conflits fait que des situations, si vous voulez, nouvelles se créent. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des cultures du précédent, bien entendu, comme souvent en droit, si vous voulez, mais incontestablement la Seconde Guerre mondiale, avec l'occupation, ses modalités, etc., a créé des situations nouvelles et inédites, même si je parlais tout à l'heure du parallèle à opérer avec la Première Guerre mondiale et les régions occupées du Nord. Il est évident que la Seconde Guerre mondiale et l'occupation nazie sont encore autre chose. Donc effectivement, il y a toujours un temps de retard, un temps d'écart entre la législation, ce que veut faire le législateur, la situation et les sanctions à prévoir. Il n'en demeure pas moins que ce qui est permanent, ça c'est un élément essentiel, ce qui est permanent, c'est la volonté de sanctionner ses bénéfices. À aucun moment, si vous voulez, on ne revient en arrière d'un processus enclenché depuis 1870. Il y a eu un projet en 1915 de créer un impôt sur les profits de guerre, mais finalement, pareil, on a l'impression que vite le projet a abandonné. Alors, oui et non, parce que si vous voulez, les sanctions, après, tout dépend de la façon dont vous avez appelé les choses. Hein. Mais les sanctions qui sont prises relèvent effectivement d'une logique fiscale. Et quand on va parler, après la Deuxième Guerre mondiale, des bénéfices de guerre, hein, c'est ce que fait Béatrice Touchelet, la question des bénéfices de guerre s'inscrit dans ce registre, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée, c'est que l'argent gagné l'a été indûment. Simplement, évidemment, se pose, et on revient toujours au même problème, la question du calcul, à partir de quel matériau, et ce que peut être ou non une juste sanction pour répondre aux différents impératifs d'intérêt qui sont évidemment complètement divergents. Parce que j'ajouterais aussi un point qui est très important, qu'on retrouve dans les débats liés à ce qu'on a appelé, après la Deuxième Guerre mondiale, l'épuration économique. Ce sont les questions liées à l'exigence de la reconstruction. C'est-à-dire que si vous sanctionnez très durement un certain nombre d'entreprises et qui ne peuvent plus exercer leur activité, vous risquez, du point de vue des pouvoirs publics, de compromettre la reconstruction. Ce qui explique qu'un certain nombre d'entreprises, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont pu poursuivre leurs activités. Je parlais tout à l'heure du secteur du bâtiment, un certain nombre ont pu construire le mur de l'Atlantique et ensuite participer à la reconstruction. Il y a nécessité d'un certain nombre de cadres, d'entreprises, de spécialistes, en particulier en matière de travaux publics. Donc vous ne pouvez pas, évidemment, dans l'intérêt de l'État, qui prend en charge et qui prend en compte une série de paramètres, au fond avoir une posture uniquement morale, qui serait celle de sanctionner purement et simplement tel ou tel acteur. Parce que vous pensez évidemment à la suite. D'où la question des temporalités dont je vous parlais. Oui, l'État, il doit voir l'évolution de la société dans toute sa globalité. C'est ce que vous expliquez, notamment par rapport à la reconstruction. Mais dans cette question-là, on se rend compte à quel point la presse, notamment, mais la population, les hommes politiques, lui demandent d'être garant d'une morale. C'est nouveau. Comment est-ce que cette situation de l'État garant de la morale évolue de 1870 à nos jours ? Sur cette question-là, j'ai envie de vous dire qu'elle n'a pas forcément beaucoup évolué, ou plus exactement, elle a évolué sans doute dans une sensibilité de plus en plus accusée la question. Mais j'ajouterai quand même qu'encore une fois, les contextes ne sont pas les mêmes. Et que, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, on n'est plus seulement, là on a beaucoup parlé d'industrie, on n'est plus seulement dans la question du profit de guerre industriel, on est aussi dans toute la sanction de ce qu'on appelle le marché noir. Et pour le coup, si vous voulez, la différence avec le premier conflit mondial, c'est que à l'occasion du premier conflit mondial, la question des profits de guerre concerne les entreprises, d'une certaine taille bien entendu, alors que au lendemain du second, finalement, le marché noir a été une réalité,
j'allais dire, beaucoup plus quotidienne. Et un certain nombre, et de nombreux Français d'ailleurs, ont été confrontés, je dirais, de visu, à cette question des profits, des profiteurs, d'un enrichissement indu, etc., etc. Donc la sensibilité, si vous voulez, elle est encore plus forte. Elle est encore plus forte, mais elle est encore plus forte parce que liée au contexte. Simplement, j'ajouterais que et c'était un peu une des ambitions de notre travail sur l'histoire de la corruption, essayer de voir dans quelle mesure, finalement, la corruption pouvait s'écrire à l'aune de son degré d'acceptabilité par la société. C'est-à-dire, au fond, un certain nombre de pratiques, et on le voit aujourd'hui, si vous voulez, si on sort un tout petit peu de notre argent immoral et de la période, on voit bien aujourd'hui qu'un certain nombre de pratiques qui jusqu'alors étaient acceptées, pensons à certaines affaires récentes mettant en cause des parlementaires, des anciens candidats à la présidentielle, ne le sont plus. Donc là, il y a effectivement une société qui réagit différemment à ces questions d'enrichissement, d'argent sale, de corruption. Simplement, je dirais que les profits de guerre sont peut-être, sur ce plan-là, une forme d'exception, parce que, j'allais dire que la société et sa réactivité, ou les sociétés de réactivité sur le sujet, sont particulièrement vives et depuis longtemps. Comment punir un profiteur de guerre et l'État et la justice ont-ils intérêt à mettre en scène cette punition? C'est difficile. C'est difficile. Certains procès ont eu lieu, bien entendu. Certaines mesures ont été prises, très symboliques, hein, la nationalisation de Renault, etc. Mais c'est compliqué parce que n'oubliez pas que dans cette question des profits de guerre, l'État peut être lui-même impliqué. Et c'est ce que nous montrons à travers, enfin c'est ce que montrent certains auteurs à travers différents exemples. C'est-à-dire que l'État a bien passé des commandes, les a dans un certain nombre de cas acceptées, et qui les a passées, pourquoi ont-elles été acceptées il y a donc une sorte de responsabilité croisée. Donc, si vous voulez, effectivement, votre question est intéressante parce que ça peut être une forme de boomerang, si vous voulez, pour les pouvoirs publics. Ça peut être une forme de boomerang. Donc, d'un certain point de vue, ça explique aussi, je pense, pourquoi nos parlementaires, après la Première Guerre mondiale, ont finalement plutôt choisi de se désengager de cette commission qui avait été créée. On ne veut pas trop remuer un certain nombre d'eaux qui seraient un peu fétides, très probablement. On peut considérer, c'est peut-être là qu'est aussi la difficulté pour vous d'étudier cet argent immoral, qu'il y a beaucoup d'exagération et les sentiments sont particulièrement exacerbés à l'égard de ceux qui profitent de cet argent sale. Oui, mais alors le problème, si vous voulez, bien sûr, que les sentiments sont exacerbés. Mais le problème qui est le nôtre, c'est un problème de quantification. Alors, la quantification, on a pu, malgré tout, les spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, le livre que nous citons d'ailleurs, de Fabrice Grenard, Cédric Perrin et Florent Lebeau sur l'histoire économique et sociale donc de la Seconde Guerre mondiale et justement sur toutes ces questions liées à Vichy, ces historiens ont pu, à partir d'un certain nombre de sources, mettre en avant, essayer de quantifier le nombre de cas qui étaient répertoriés. Mais cette quantification n'a pu s'opérer qu'à partir de la prise en compte, évidemment, des dossiers qui ont été traités par l'administration au lendemain du conflit. Le problème, c'est de savoir si elle a pu tout traiter, pas tout traiter, etc., etc. Donc vous êtes dans une situation, du point de vue historiographique, où prétendre apporter un chiffre clair et net et indiscutable est tout à fait difficile. Et encore une fois, même si vous avez une enquête, dans un certain nombre de cas, la documentation n'est pas non plus forcément considérable. Donc c'est une histoire où il faut à la fois, c'est ce qu'on a essayé de faire, éviter les emballements et la naïveté, ni naïveté ni emballement, mais considérer, comme souvent en histoire, la nécessité d'une modestie par rapport à l'objet. Et avoir bien en tête que c'est en accumulant malgré tout un certain nombre d'études de cas que l'on ne pourra sans doute pas arriver à proposer un chiffre global. En revanche, et je pense que c'est un peu ce vers quoi nous sommes dirigés, arriver à proposer une photographie des différents scénarios possibles.
Et là, je pense qu'en lisant ce livre, nos lecteurs peuvent avoir une photographie, je dirais, d'un certain nombre de cas possibles. Et effectivement, on va du mouton prussien policier indélicat jusqu'à Boussac, en passant par d'autres processus liés aux commissions parlementaires ou aux ventes d'armes à l'Espagne républicaine. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui font que, et puis les exemples étrangers bien sûr, qui font que le lecteur a quand même un panorama, me semble-t-il, assez large. Oui, face à cet objet d'histoire, il convient de ne pas se faire avoir par tout ce qui entoure, tout ce qui l'entoure, secrets, mensonges, dissimulations. Je suppose que pour un historien qui étudie ces documents-là, il faut faire preuve de beaucoup d'esprit critique et beaucoup de recul, particulièrement. Oui, bien sûr, beaucoup d'esprit critique, beaucoup de recul, mais comme j'allais vous dire, comme souvent, bon, moi-même ayant travaillé sur les mythologies politiques, bon, je sais à peu près à quoi m'en tenir sur le sujet, mais encore une fois, faire attention bien sûr, mais pas non plus de naïveté. C'est-à-dire que vous avez des jeux d'acteurs. Et vous avez des jeux d'acteurs avec un certain nombre, effectivement, d'individus qui vont profiter de la situation. C'est absolument incontestable. Mais qui vont aussi en profiter pour construire. On parlait de Boussac, construire, effectivement, une forme d'empire industriel. Donc, c'est un élément qu'il faut bien avoir à l'esprit, sachant que parmi ces profiteurs de guerre, on en trouve de tout niveau. Et c'est pour ça que je vous parlais il y a quelques minutes de la Seconde Guerre mondiale et de la question du marché noir. Vous comprenez, des trafiquants, on les trouve quand même à des niveaux très sensiblement différents. Et on a choisi cette formule de profiteurs de guerre, mais là aussi, peut-être qu'à terme, on pourra travailler davantage sur leur sociologie. On l'avait fait d'ailleurs quand on avait étudié avec Frédéric Monnier et Jens Ivo Engels et Cesare Mattina aussi d'ailleurs qui nous avait rejoint là-dessus, la question des dénonciateurs de la corruption, les chevaliers blancs. Pourquoi un certain nombre de gens dénoncent la corruption? Qu'est-ce que ça leur rapporte à eux aussi? Et là, en l'occurrence, ce qu'on pourrait faire pour la dénonciation des profiteurs de guerre, bien entendu, mais la sociologie des profiteurs de guerre mériterait un travail à part entière. Et qui permet de se rendre compte que la société n'est pas soumise à une logique manichéenne et que le bien et le mal sont plus mêlés qu'il n'y paraît. Merci Olivier Dard. Merci à vous. D'avoir répondu aux questions de Storia Voce. Je répète donc le titre de votre ouvrage, L'argent immoral et les profiteurs de guerre à l'époque contemporaine, 1870-1945. Vous avez dirigé cet ouvrage avec Jens Ivo Engels et Frédéric Monnier et il est paru tout récemment aux éditions Peter Lang. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.